remercie d'être là d'abord, et puis comme de coutume, mais vraiment de manière particulièrement chaleureuse, parce qu'on a déjà passé une très belle après-midi de recherche selon moi. Je voudrais remercier Anna pour m'avoir invitée à intervenir donc, dans ce séminaire pour venir vous parler peut-être un petit peu plus largement de ce qui est indiqué dans le titre de la sociologie d'Elias et de mon travail ou de certains aspects de mon travail sur l'actualité politique de sa pensée. Il n'est pas un auteur politique, on y reviendra, mais il y a une dimension politique à sa sociologie historique et une dimension psychologique, je vais également y revenir. Donc je suis vraiment contente d'être là parce que je pense que c'est très riche pour une chercheuse, un chercheur à n'importe quel stade de son parcours, de rencontrer des nouveaux publics, enfin, des nouveaux auditoires et d'entamer la discussion et de présenter les choses un peu différemment et de se demander ce que les gens finalement attendent de vous. Et donc j'espère qu'on aura aussi le temps de discuter un petit peu après mon exposé. Je trouve particulièrement intéressant de sortir de sa zone de confort et de sortir de son cercle de recherche habituel. Moi, effectivement, je travaille maintenant de plus en plus plutôt en études européennes ou alors avec des Eliasiens. D'autres spécialistes travaillent sur toute autre question que moi à partir d'Elias, plutôt dans le monde anglo-saxon, et j'aime beaucoup sortir de ces microcosmes. Alors j'ai quand même vraiment donc l'impression d'en sortir, puisque je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi vous m'aviez donc invité. Alors évidemment, s'agissant d'un classique, parce que Elias, il est moins connu que beaucoup d'autres sociologues, mais il est quand même devenu depuis les années 70, 80 et encore plus depuis sa mort, il est quand même devenu un classique. C'est un généraliste aussi, j'aurais pas tellement l'occasion d'en parler, mais il a traité énormément de sujets au-delà de ce qui est très connu de lui. Et donc de toute façon, s'agissant d'un auteur comme celui-là, de cette génération-là, on peut se dire toujours pourquoi pas parler de lui dans un séminaire comme celui-ci. Donc enfin, j'ai quand même essayé de me demander quel pouvait être le sens d'une intervention sur sa sociologie historique, sur son actualité européenne, dans le cadre d'un tel séminaire interdisciplinaire. Là, jusque-là, ça va très bien, mais consacré donc à la psychologie politique et sous-titré en plus entre philosophie et passion. Donc une introduction comme une autre, je vous propose que ça consiste très simplement à vous donner mon sentiment sur là-dessus, donc sur les connexions assez évidentes qu'on peut faire entre Elias et la thématique de ce séminaire. Et donc, ça va de soi, et en même temps, comment est-ce qu'il peut dialoguer avec les trois éléments du triangle psychologie, politique, philosophie et passion. Il y a au moins une chose qui ne va pas nécessairement de soi, c'est le lien d'Elias à la philosophie. Il est d'abord philosophe, mais tout son parcours sera un parcours contrarié par rapport à son ancrage philosophique originaire. Je vais avoir l'occasion d'y revenir, mais ce qui est clair, c'est que sans caricaturer, enfin, je pense qu'on ne caricature pas en disant qu'il a nourri, peut-être un petit peu au-delà de ce qu'il pensait lui-même, une forme d'hostilité vis-à-vis d'un mode de pensée pré-sociologique, la philosophie, qui lui paraissait tout simplement moins apte à saisir et à rendre compte de ce qu'il appelle la réalité de la vie, tout simplement. Donc c'est un sociologue qui est obsédé par une forme de souci de réalisme, et sa rupture de la philosophie pour la sociologie, elle s'origine quand même là-dedans. Et je peux fournir à ceux qui sont plus intéressés par cet aspect des références de travaux qui se sont intéressés donc, à cette question-là. Donc il y a des textes dont les titres sont assez évocateurs sur les reality blind philosophers. Tout est dit sur le risque d'aveuglement des philosophes en fonction de leur normativité, le reproche constant des sociologues. Alors c'est plus fin chez Elias, mais enfin il y a quand même de ça. Il n'en reste pas moins que sa résonance par rapport à la psychologie politique contemporaine, elle peut être considérée comme évidente, sans devoir vraiment trop gratter. Et donc je vois principalement trois raisons à ça. Et donc je nage un petit peu pour moi en milieu connu, donc je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas absolument à qui je m'adresse totalement, donc moi je préfère qu'on m'interrompe si vraiment c'est si quelque chose n'est pas clair, faisons ça simplement. Donc je reviens sur donc les trois raisons qui pour moi le lient très clairement
très clairement à une démarche de psychologie politique, mais il se peut que je sois un peu elliptique et je voudrais ne pas trop l'être. Donc la première raison, c'est qu'il me semble que c'est effectivement un des sociologues de son temps à s'être le plus intéressé littéralement au psychisme, aux émotions, aux affects, donc trois vocables qu'il utilise, et en particulier peut-être aux affects liés au corps. Donc son ouvrage le plus connu est derrière moi, donc il n'existe pas sous ce titre-là en français, mais donc en allemand c'est Über den Prozess der Zivilisation, qui est publié pour la première fois en 1939, traduit littéralement récemment en anglais dans sa forme intégrale, et seulement partiellement traduit en français 35 ans plus tard, sous la forme de 2 livres séparés qui sont assez connus maintenant. Le premier, c'est La civilisation des mœurs, avec ce fameux terme de civilisation qui lui causera tellement de problèmes. Et le second tome, c'est La dynamique de l'Occident, 2 ans plus tard, en 1975, mais en réalité, ces 2 tomes sont vraiment indissociables. Le projet originaire ou central de l'œuvre d'Elias se trouve dans ces deux volumes assemblés qu'on ne peut pas, me semble-t-il, si facilement disjoindre. Et donc ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Ce gros livre, ce big book, comme disent les Anglais, il se fonde sur l'analyse historique, sur la longue durée, environ 4 à 5 siècles, entre le XIVe, XVe siècle et le XIXe siècle. Il se fonde sur l'analyse des manuels de savoir-vivre en Europe, par exemple celui d'Erasme ou celui de Saint Jean-Baptiste plus tard de La Salle, et il part des transformations observables qui sont liées au corps, à l'évolution des manières de gérer les manifestations pulsionnelles, l'agressivité notamment, ou encore, et même centralement l'agressivité il me semble, ou encore les fonctions corporelles les plus primaires, se moucher, dormir, les relations sexuelles, cracher, etc. Et je vais très vite et je schématise très fort, mais son constat de base dans la civilisation des mœurs, c'est que si on regarde les choses sur la très longue durée, on a beaucoup changé à tous ces points de vue, pas parce que les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas civilisés et qu'on l'est, c'est pas du tout son optique, mais les comportements, ils ont beaucoup changé, et donc pourquoi? Et ils ont beaucoup changé dans un sens. Il y a un sens, il y a une orientation spécifique, et pour dire les choses très simplement, par rapport aux manifestations physiques que je viens d'évoquer, c'est vers plus de pudeur. Donc la pudeur n'est pas un invariant, elle existe probablement dans toutes les sociétés, mais pas dans la même mesure, pas dans les mêmes formes. Et donc, c'est pas mon cas tout à fait, mais pour les sociologues ou pour les théoriciens qui s'intéressent au traitement dans l'histoire de la pensée des émotions, Elias est bien de son époque au sens où, par exemple, il ne fait pas une architectonique ni des passions ni des émotions, mais il en privilégie quand même quelques-unes et s'intéresse centralement à certaines. Par exemple, donc, les manifestations pulsionnelles liées à l'agressivité et la pudeur, la retenue, etc. Alors que dans les philosophes plus anciens, vous avez des traités des passions, par exemple, qui n'ont pas la même vocation. Et en même temps, la particularité d'Elias, c'est qu'il ne va pas opposer la raison aux passions, il ne parle pas tellement de passion d'ailleurs, mais il ne va pas opposer la raison aux affects, il ne va pas opposer le rationnel à l'irrationnel. Il y a un sens, il y a une intelligence des émotions, clairement, chez Elias, elles ont du sens. Il n'y a pas une opposition évidemment binaire, donc ça le distingue quelque part des approches évidemment régulatrices, strictement régulatrices ou moralisatrices. Et puis aussi, c'est aussi un auteur qui est un petit peu à cheval sur 2 périodes, parce qu'il annonce, je ne peux pas non plus prolonger beaucoup la discussion là-dessus, mais il annonce aussi une période ultérieure où il y aura toute une réflexion, plutôt que sur la régulation, sur la réflexivité de l'affectivité, notamment lorsqu'il est question de l'identité politique. Donc quelque part, il est quand même à cheval sur plusieurs traditions et il forge vraiment un apport particulier, essentiellement socio-historique, donc à cette manière de considérer les affects et les émotions. Donc, première raison, c'est central, c'est absolument central dans ces objets d'étude, et en particulier dans ce livre, mais en réalité dans toute l'œuvre.
La deuxième raison, c'est qu'il parle explicitement de psychologie. Donc pour Elias, pour comprendre ce mouvement qui mène dans certaines contrées à se comporter de manière toujours plus retenue ou plus pudique, je schématise, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est quoi cette évolution, qui a à voir quelque part, sans s'y restreindre, avec la rationalisation qui est étudiée par Max Weber juste un petit peu avant. Et pour la comprendre, il dit finalement, il faudrait développer quelque chose qui n'existe pas encore tout à fait et qu'il appelle psychologie historique. Donc, ce n'est pas vraiment sa propre démarche, il se revendique pleinement sociologue, mais il dit il faut une psychologie historique. C'est-à-dire, dit-il, une science qui n'existe pas encore, et que, pour être un petit peu fidèle à l'esprit, on pourrait dire que c'est une psychologie sociale de l'histoire. Historique au sens de l'histoire, et évidemment une psychologie sociale, à savoir une démarche qui, je ne suis pas non plus spécialiste de l'histoire de la psychologie, encore moins de la psychologie sociale, mais qui n'est pas la facette la plus exposée de la psychologie au moment où Elias, les années 20, 30, 40, travaille sur ces questions, puisque ce qu'il a plutôt comme modèle psychologique, c'est une psychologie assez naturaliste, expérimentale, qui voit l'individu avec ses pathologies ici et maintenant devant le scientifique. C'est évidemment pas à ça qu'il pense. Il pense vraiment à quelque chose dont il estime que ça n'existe pas. Mais par contre, il va emprunter énormément, et il y a des tonnes de choses écrites là-dessus, à Freud et aux catégories de la psychanalyse, qui sont presque contemporaines, là aussi. Mais il va les adapter tout à fait librement. Donc la dette est énorme, mais il va se montrer vraiment très libre avec son usage de Freud. Et puis surtout, il va reprocher, même un peu injustement d'ailleurs, à Freud d'avoir pas du tout pris en considération l'histoire et la sociologie, par exemple, pour concevoir ou pour nuancer disons très vite, sa théorie du surmoi. Donc, il va dire qu'il reconnaît sa dette, et Freud est un des auteurs qu'il cite le plus explicitement, donc ça n'est vraiment pas rien, mais il va reprocher clairement le caractère anhistorique de son analyse. Il ne veut pas croire, si vous voulez, que le complexe d'Édipe ou le meurtre du père, c'est des invariants anthropologiques. Donc pas du tout. Tout ça a une histoire sociale. On peut en retrouver peut-être des traces dans toutes les sociétés, mais ça évolue avec les sociétés. Et si son concept à Elias d'autocontrainte, qui est le concept clé un peu du procès de civilisation, donc de la civilisation des mœurs et de la dynamique de l'Occident, c'est clairement directement dérivé de l'idée d'un surmoi, du fait que l'individu impose des choses à ses comportements, d'abord parce que la société lui oblige, et puis parce qu'il a oublié que la société lui obligeait automatiquement. Ça, c'est vraiment une idée clairement freudienne, pour dire les choses très vite. Mais selon Elias, l'autocontrainte, elle est située, elle est éminemment variable, socio-historiquement, quantitativement peut-être, on est peut-être de plus en plus retenu, mais surtout qualitativement. Donc ce n'est pas non plus une théorie de la simple progression vers toujours plus de retenue et de pudeur. On peut aussi revenir dans la discussion, mais c'est plus fin que ça. L'évolution n'est pas purement quantitative, clairement. Troisième raison qui font sa place dans un séminaire de psychologie politique, dans le deuxième tome du livre, La dynamique de l'Occident, que moi, à la limite, j'ai plus travaillé que le premier, les modifications de l'économie pulsionnelle et affective, de l'économie psychique des individus, qu'on observe dans la longue durée, depuis le Moyen-Âge, pour lui, ces modifications, elles doivent être mises en rapport avec la modification, la transformation tout aussi structurelle, tout aussi profonde des structures sociales et politiques sur la même longue durée. Et donc, l'idée de base d'Elias, c'est que les deux niveaux, celui de ce qu'il appelle la psychogenèse et celui de la sociogenèse, ou de la philogenèse avec un Y, sont interconnectés, car les hommes vivent ensemble. Et donc, dans ce schéma, si vous voulez, qui n'est pas strictement causaliste ni strictement déterministe, il faut voir que la genèse de l'État moderne, la monopolisation de la violence légitime,
le développement d'une société de cour qui remplace la société féodale chevaleresque où il faut un peu s'entretuer pour faire sa place, ce que Elias appelle ce processus de curialisation des guerriers, le fait que les nobles arrivent à la cour et puis que c'est plus de leurs épées qui se servent pour se battre entre eux et arriver à leur fin, ça a une place tout à fait centrale dans ce schéma. Et ça sera important pour penser l'Europe parce qu'il y a une centralité de la genèse de l'État et du rôle de l'État qu'on ne peut pas nier chez Elias. Et en même temps, je vais y revenir tout à l'heure, elle est mise en histoire, il y a un avant l'État et il y a peut-être un après État, ou en tout cas, parce que je pense qu'il est quand même très attaché à l'État, il y a un après l'État-nation clairement, qui est quelque part dans l'histoire, mais clairement avec un avant et après. Donc si vous voulez, on peut dire dans un certain sens, sans trop dire de bêtises, que comme chez Foucault, les relations de pouvoir, et donc les relations de domination, passent chez Elias à l'intérieur du corps. Et quand je dis relations de pouvoir, j'en parle à la fois au sens strict du pouvoir politique et au sens élargi. On ne parle pas chez Elias que du pouvoir strictement politique ou institutionnel, on parle aussi des relations de pouvoir ou de domination entre les générations, entre les sexes. On a découvert récemment plus ou moins l'apport non négligeable et malheureusement inachevé d'Elias sur cette question. Je vais aussi un tout petit peu y revenir. Mais chez lui, ce n'est pas spécifique nécessairement à la modernité occidentale. C'est plutôt une constante du développement des sociétés humaines qui a ses particularités dans la modernité occidentale qu'il étudie, c'est juste que c'est son objet. Il n'y a pas spécialement d'ethnocentrisme, c'est juste que c'est ça son objet. Et par ailleurs, par rapport à d'autres théories contemporaines ou un petit peu ultérieures, cette genèse, elle peut aussi bien, sous certains aspects, être vue comme aliénante, comme un instrument de domination, que comme émancipatrice. Donc par exemple, c'est quoi d'abord la caractéristique de l'État, même s'il a sa face sombre, c'est qu'il réprime la violence physique dans les relations privées en instaurant un droit qui ne le permet plus. Alors ce n'est pas lui la cause ultime de cette évolution-là, mais il est associé à cette évolution-là et que donc il y a une pacification des sociétés humaines liées à la figure de l'État, c'est indéniable dans cette pensée. Donc, ce que je veux dire, en tout cas par ce troisième trait, c'est qu'il existe clairement un lien historique et social entre psychisme et politique au sens le plus large, et que donc, quelque part, c'est une troisième évidence, une troisième constante qu'on retrouve dans toute l'œuvre et qui probablement, mais ça c'est plutôt à vous de le dire qu'à moi, qui probablement lui donne une petite place dans une réflexion sur la psychologie politique. Alors on m'a suggéré de vous faire un topo, mais je vois que je parle pas si vite que ça, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais donc en deuxième temps, j'aurais voulu faire un petit topo sur la vie et l'œuvre d'Elias. Je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de rentrer là-dedans. Comment ? C'est les concepts qui sont plus intéressants. D'accord. Donc j'en parle pas, je ne savais pas... Voilà, je ne savais pas très bien... Juste une petite esquisse, par exemple, qu'il était juif, qu'il avait... Ah oui, oui, voilà. C'est quand même donc un auteur donc allemand et toujours un peu rude, alors que c'est vrai, à avoir écrit noir sur blanc, parce que selon ses proches, ses disciples qui arrivent eux-mêmes à un âge canonique, mais que j'ai eu quand même la chance de pouvoir côtoyer de près pour avoir un matériau presque direct sur la vie et l'œuvre d'Elias, même si je ne suis pas du tout une historienne de l'œuvre, disent que c'est quand même difficile de le caractériser comme un sociologue allemand, compte tenu de toutes les blessures que cette origine allemande lui a occasionnées, et en même temps, il est marqué clairement par cette ambivalence vis-à-vis de l'Allemagne, puisqu'il décrira toujours son attachement identitaire culturel à la culture allemande. C'est très, très, très important. Donc effectivement, il est d'origine juive, il est né dans cette partie de l'Allemagne, la Haute-Silésie, donc la ville de Breslau, qui est redevenue polonaise après la guerre, qui s'appelle Wrocław, comme je ne prononce pas très bien. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'important ? Qui ne vient pas nécessairement d'un milieu intellectuel, mais d'un milieu de commerçants qui vont avoir beaucoup de difficultés, y compris à lui payer des études. Donc c'est quelqu'un qui va travailler, par exemple, par rapport à ses études.
C'est quelqu'un qui connaît l'expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, parce que son père est très patriote, allemand. C'est vraiment quelque chose qu'il va essayer de comprendre, ça. Et donc, malgré qu'il soit fils unique, il est envoyé au front, et ça va quand même être une rupture fondamentale dans sa vie, et il dit lui-même qu'il a donné beaucoup de clés comme ça pour déchiffrer son œuvre à la lumière de sa vie et réciproquement, donc je pense que c'est quand même important. Il dit que l'expérience du changement et la volonté de comprendre le changement est probablement liée à cette expérience de la guerre et à son retour dans sa ville natale, où il lui semble que tout était intact, ça n'avait pas été détruit évidemment, mais que, comme il dit, le monde avait changé. Et donc, la perspective historique qui fait son originalité, franchement, dans l'histoire de la sociologie exactement à cette période-là, elle vient probablement de ça. Deuxième élément, qui n'est pas qu'un élément biographique, mais qui est un petit peu plus que ça, c'est sa rupture avec la philosophie. Il fait une thèse en philosophie, et puis il a un gros différend avec son directeur de thèse. Je m'aventure un petit peu en terrain inconnu pour vous parler de ça, mais il ne veut pas croire dans les a priori de l'expérience de Kant, et son néo-kantien de directeur trouve ça insupportable, et il a beaucoup de mal à renier ça. Il n'y a pas d'a priori de l'expérience, le temps est une expérience apprise. L'espace aussi, ça n'existe pas. Ça, il peut y avoir des catégories newtoniennes, mais c'est beaucoup plus que ça, le temps et l'espace. Et donc ça, c'est une rupture consommée, évidemment, avec un certain courant philosophique, en tout cas, lui, avec la discipline philosophique. Alors, il se tourne vers la sociologie, et il va, après Heidelberg et le frère d'Alfred Weber, qui va le prendre en thèse, il va suivre à Francfort, dans le fameux institut de recherche en sciences sociales, où il va côtoyer un certain nombre de néo-marxistes. Je ne m'aventure pas là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, grosso modo, c'est que ce juif pauvre va avoir un exil pauvre, et qui ne va pas se retrouver aux États-Unis avec une superbe carrière, comme Adorno ou comme Horkheimer, qui vont pouvoir revenir, etc. Lui, il va se retrouver crevant de faim à Paris, parce qu'il préfère quand même Paris que l'Angleterre, et que les États-Unis ne peuvent pas y aller. La Suisse ne va pas vouloir de lui non plus, et il va échouer en Angleterre, ou dans la bibliothèque du British Museum, je fais quand même la biographie du coup, il va rédiger son fameux ouvrage en se plongeant dans les traités d'étiquette, mais c'est déjà une réflexion qu'il avait en germe. C'est aussi en Angleterre qu'il va côtoyer, c'est important aussi pour un tout petit peu pour notre propos, des psychanalystes en exil, et que ça va jouer vraiment un rôle important dans sa formation intellectuelle, dans son expérience de terrain, et il va être pratiquement un praticien. Il va aussi être formateur. Donc il a toute cette expérience de sociologue et de psychologue en même temps. Et finalement, ce pauvre Elias, même s'il a un petit peu accentué ce caractère marginal, un peu plus que de raison parfois, c'est à 8 ans de l'âge de la retraite qu'il va se retrouver finalement de justesse nommé à l'université de Leicester, où il va fonder le département de sociologie, d'où sortiront un certain nombre de grands noms quand même. Et puis, juste avant la retraite, comme ça, il va partir en Afrique, et là aussi, ça sera très important pour son parcours de rencontrer la culture africaine pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, au fond, sur l'Europe, quoi. Alors, sa reconnaissance, elle est donc très, très tardive, et elle est importante pour lui. Elle survient vraiment que donc dans les années... fin des années 70 en fait, et les années 80 quand il reçoit à Francfort le prix Adorno, et que là il est vraiment abondamment publié et traduit en français, en espagnol. Vous avez toute une ère en Amérique latine qui est très attachée très tôt aux travaux d'Elias. Pourquoi ? Parce que ça parle de la violence politique, que ça parle des femmes, que ça parle du sport, et que ça s'est très très bien vu transposé dans l'analyse politique, par exemple dans le monde latino-américain, où il est beaucoup plus connu parfois qu'en Europe. Alors il y a quand même des trous dans sa biographie. Il y a des trous, par exemple, et qui sont significatifs concernant son engagement politique. S'il y a quelque chose qu'il n'a jamais voulu, il me semble paraître, c'est engager politiquement au plan idéologique et partisan. Donc sa sociologie, il la concevait comme vraiment une sociologie, mais c'est au-delà de Weber, même s'il ne le reconnaît pas du tout comme ça, mais c'est une sociologie qui soit une vision non idéologique de la société. Et donc on voit maintenant qu'il a fait partie de certains mouvements sionistes de gauche, par exemple, et que c'est quand même quelque chose qu'on a découvert sur le tard et qu'il a un peu caché.
Une autre chose, c'est parce que j'ai travaillé un petit peu récemment là-dessus avec un post-doctorant à moi, autre chose qu'il n'a pas caché mais qui n'est pas étudiée par contre, et on peut y revenir dans la discussion éventuellement, c'est aussi l'actualité politique d'Élias. Quelque part, une chose qui n'a pas été creusée dans ce dialogue entre l'œuvre et la vie, c'est l'homosexualité d'Élias. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il était gay. On ne sait pas toujours très bien s'il était que gay, par exemple. Il ne rentrait pas forcément dans les cases et il ne l'a pas caché. Il l'a caché suffisamment en Angleterre, évidemment, pour ne pas être poursuivi. Mais c'est quelque chose, moi qui ai pris connaissance tardivement, mais de manière un peu approfondie, de tout ce qu'il a écrit sur le genre, même s'il ne parlait pas de genre à l'époque dans sa littérature, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que, si vous voulez, il a donné tellement de clés pour d'autres aspects de son œuvre, pour dire, j'ai fait ça pour me comprendre moi-même, pour comprendre la société de mon temps, pour comprendre aussi mon statut d'outsider dans le monde intellectuel, mon statut d'outsider en tant que juif, qu'il y a une telle... c'est très caricatural de dire les choses comme ça, j'espère que ça ne choque personne, mais il y a une telle sensibilité, il y a un tel esprit visionnaire dans la manière dont il a d'aborder, même très subrepticement, les questions liées au genre, qu'il y a certaines interventions qui sont vraiment post-Judith Butler, donc qui sont vraiment quelque chose qui déconstruit quand même très très loin la question de l'identité masculine, féminine et du rapport à la sexualité. Donc je comprends qu'on ne s'y soit pas intéressé plus que ça, parce que l'analyse de la sexualité, par exemple, dans le procès de civilisation, c'est assez marginal et c'est pas très abouti, mais il avait un grand projet sur les relations hommes-femmes dans la longue durée de l'histoire, et il n'y a qu'un petit morceau sur la romantique qui a été sauvé, paraît-il, d'une mise en ordre d'une femme de ménage, ce qui est quand même assez rigolo quand on parle du genre, qui aurait jeté tous ses manuscrits et toutes ses notes, et on n'aurait que pu sauver en quelque sorte, il aurait pu que retravailler ce qui était lié au mariage dans la romantique. Mais même dans ce petit texte-là, il y a quelque chose qui est très intéressant, et c'est intéressant pour ce dont je vais parler après, c'est une approche centrée sur l'individualisation des femmes. Et pas nécessairement en tant que femme, en tant qu'individu. Donc l'individualisation comme condition de l'émancipation. Donc vraiment, dans certains passages, on a quelque chose qui est totalement contemporain, si vous voulez, dans cette manière de considérer que fondamentalement, on va vers quelque chose qui montre bien la construction sociale des catégories et des groupes d'appartenance, et qu'il est possible éventuellement de sortir là-dessus, de sortir de ça. Donc moi j'ai une fille grande adolescente, juste un petit peu plus jeune que vous, et ce qu'elle trouve totalement délirant par rapport à cet auteur qu'elle considère vraiment comme un ancêtre, quelqu'un qui est mort dans les années 90, comme on dit en Belgique, c'est nécessairement un ancêtre. Elle trouve fou qu'un aussi vieux monsieur ait quelque part anticipé qu'un jour on ne se définisse plus nécessairement d'abord comme un homme ou comme une femme avant de commencer tout le reste, comme hétérosexuel ou homosexuel, mais qu'il ne soit pas du tout impossible de voir se multiplier les catégories liées au genre, à la sexualité, qu'on puisse changer de sexe, il n'en parle évidemment pas. Mais par contre, le fait qu'on puisse tomber amoureux d'un individu, c'est quelque chose qui est très présent chez Élias, et pas d'abord d'un homme ou d'une femme. Alors je parle de ça parce que bon, c'est aussi, je pense, son actualité politique, et que c'est aussi lié à son traitement des affects, et que c'est aussi lié à cette compréhension en miroir qu'on peut, chez cet auteur, avoir de la vie et de l'œuvre, parce qu'il y a lui-même invité. Et donc, c'est quelque chose pour lequel je suis en train de réfléchir avec d'autres chercheurs. Comment est-ce que, sans réductionnisme, juste pour comprendre mieux l'œuvre, il est peut-être temps pour les historiens de l'œuvre de se pencher là-dessus, de se pencher sur toutes ces lettres qu'il a écrites à des féministes, par exemple, ou à ceux qu'il appelait ses colocataires. Pourquoi je vous ai parlé de ça aussi plus substantiellement ? Parce que cette individualisation dont j'ai parlé, et que j'ai évoquée à propos du genre et de la sexualité, qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés,
à nouveau, il y a aussi une critique de l'individualisme chez Elias, mais pas que une critique de l'individualisme ou des mauvais côtés de l'individualisation dans l'histoire. Cette individualisation, elle est pour Elias l'autre phase de ce qu'il appelle l'intégration croissante de l'humanité au plan politique. Individualisation, intégration. Et cette idée d'une intégration croissante de l'humanité, si je reviens au texte de 39 que vous voyez là cité, c'est là-dessus que se clôt ce texte en 1939. Donc probablement, effectivement, achevé vraiment pas longtemps avant le déclenchement du second conflit mondial. Et c'est aussi cette question de l'intégration croissante de l'humanité sur lequel il va revenir dans tous ces tout derniers textes, là où il est plus explicitement question du sentiment européen, et donc notamment ce texte que j'aime beaucoup, qui a été une référence pour moi pour l'exploration de cette question, avec tous les autres textes, parce que c'est un essai tardif qui ne se tient pas tout à fait tout seul, qui est Les transformations de l'équilibre nous-je, qui est le troisième petit texte d'un recueil qui en comprend 3 de très différents, de périodes très différentes, dont le titre est très connu, qui s'appelle La société des individus, titre qui n'est pas très explicite, enfin qui est à la fois très explicite et pas très explicite. Là aussi, on peut, dans la discussion, revenir sur c'est quoi la société des individus. Alors, pour expliquer ce que c'est l'intégration croissante, comme je le disais tout à l'heure en parlant du second tome du procès de 39, le second tome, la dynamique de l'Occident, elle donne un rôle clé à l'État. L'État, c'est vraiment un gros morceau de l'histoire de l'Europe occidentale, évidemment. Elle lui donne un rôle clé dans le processus de civilisation des mœurs. Ce rôle clé qui est souvent résumé par une anecdote, c'est compte tenu, pas vraiment à cause, mais compte tenu du monopole de la violence légitime, que les gens arrêtent de s'entretuer pour régler leurs affaires et qu'on peut désormais sans peur utiliser une fourchette et surtout un couteau à table. La fourchette et le couteau à table, c'est vraiment le résumé qu'on fait aux tout jeunes étudiants pour expliquer la civilisation des mœurs. Mais c'est aussi grâce à l'État, au monopole de la violence légitime, vous voyez que là, il n'est pas très original, il va juste chercher Weber, qu'on voit que pour arriver à ses fins politiquement, comme on ne peut plus éliminer ses rivaux, on s'observe, on se fait des politesses, on réfléchit, on se concerte. Et donc il y a un puissant mouvement qui est très différent de ce qui prédomine jusque-là, qui est lancé. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, l'État moderne n'est clairement pas une cause première ni une fin ultime. Ce n'est pas une cause première parce que l'émergence de l'État, il s'explique. Et il s'explique, moi je trouve de manière assez matérialiste chez Elias, par des changements aussi divers et aussi amalgamés que le fait qu'on ne cultive plus la terre de la même manière, que les propriétés s'agrandissent, qu'on ne produit plus les biens de la même manière, qu'on ne commerce plus de la même manière, que les techniques progressent, que la science progresse, qu'il y a un progrès démographique, qu'il y a des villes, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, en particulier donc après la mort de Charlemagne, pour dire très vite, dans l'Europe complètement morcelée, et dans ce contexte où notamment les manières de cultiver et de produire ont changé, des petites entités sociales concurrentes entrent en conflit pour s'agrandir d'une manière un peu inédite, et que se déclenche une longue série de luttes concurrentielles qui aboutissent, dans les monarchies d'Europe, à la victoire décisive ou finale d'un seul concurrent qui est le roi, et il analyse cette mécanique, dit-il, cette loi, avec des guillemets, dans le cas de la France, qu'il prend comme exemple, disons, pas vraiment comme idéal type, mais comme exemple assez atypique, mais exemple parmi d'autres. Et ce qu'il va dire en 1939, Elias, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison que cette dynamique dont l'État émerge s'arrête au niveau de l'État. L'interdépendance croissante entre les groupes humains, la concurrence croissante entre les groupes humains, entre les unités de survie, ça va continuer, ça continue. Les États se font la guerre, et à un moment, ils se font la guerre au niveau mondial, et c'est 14-18, et puis c'est 40-45, c'est 39-45. Et en 1939, Elias, très littéralement, envisage que, quels que soient les gagnants, et pas sûr de qui va gagner, évidemment, et puis la guerre n'a même pas encore commencé, le passage à des unités de survie englobant les États-nations jusqu'au niveau d'interdépendance ultime
celui de l'humanité tout entière, ça va arriver. Et ça va arriver assez vite, parce que ce mouvement, en fait, il est enclenché depuis longtemps. Et cette intégration ultime ou finale, elle s'accompagnera d'une individualisation accrue, elle correspondra à une nouvelle poussée d'individualisation. Donc ce qu'on peut dire, cette intuition massive, elle s'est clairement trouvée, il n'a pas été la seule à la porter d'ailleurs, elle s'est clairement trouvée confirmée après 1945, la partition du monde en deux blocs, l'Est et l'Ouest, mais aussi la construction européenne, elle lui parle clairement d'États continentaux dans ses textes des années 30, lui donne raison. De même que l'importance prise par l'arme nucléaire dans les relations entre les grandes puissances, et ultime exemple tout à fait central dans les transformations de l'équilibre nous-jeu, la catastrophe de Tchernobyl, qui est présente donc dans un de ces derniers textes qu'il a écrit, qui est celui-là, qui a lieu juste un an avant, en 1986, et qui pour lui atteste ou symbolise, si vous voulez, le fait que, plus de doute, l'humanité est devenue définitivement son propre et son seul ennemi, sauf dans les films américains, et que donc c'est l'unité de survie décisive dans ce monde. Ce monde est définitivement globalisé et interdépendant. C'est vrai politiquement, c'est vrai militairement, c'est vrai économiquement, c'est vrai culturellement et c'est vrai écologiquement, bien sûr, et peut-être avant tout dans l'esprit d'Elias. Je caricature, mais pas tellement. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est que l'actualité d'Elias ne se résume pas à cette considération assez massive et finalement pas très actuelle, très déterministe aussi, assez matérialiste et focalisée clairement sur la dimension macrosociale, puisque s'agissant toujours de sociétés d'individus, Elias ne va pas regarder que cet aspect-là de la médaille. Donc il veut toujours considérer ensemble la société et les individus, qui ne sont pas deux entités séparées. Il n'y a pas d'individu sans société, il n'y a pas de société sans individu. Et il n'y a pas de structure ou de forme économique, politique et sociale sans structure économie psychique, affective ou mentale qui va avec. Mais qui va avec pas nécessairement de manière harmonieuse, pas nécessairement de manière synchrone. Les deux niveaux, ils sont interdépendants, ils sont imbriqués, sont indissociables, mais la manière dont ils sont imbriqués pose en réalité un certain nombre de problèmes. Et donc, 50 ans après le procès, ce qu'il va faire dans ce texte moins connu, qui donc, je le pense, est directement pertinent pour penser le sentiment d'appartenance à l'Europe et le déficit de sentiment d'appartenance à l'Europe, dans ce texte donc, moins connu et vraiment intéressant, il va se pencher sur ce qu'il appelle le décalage temporel, l'effet de retardement, le gap, disent les Anglais, ou le drag effect, qu'on observe en réalité quasi systématiquement, et pas seulement au stade où on en est aujourd'hui, entre la constitution d'une nouvelle unité de survie, hier l'État, aujourd'hui l'Europe, demain ou aujourd'hui aussi le monde, toujours un décalage entre ça, l'institutionnalisation dans l'État ou dans une structure politique de nos interdépendances, et le fait que les individus suivent dans leur conscience d'appartenir à cette entité politique et sociale. Ça ne va jamais en fait de pair. Et l'idée d'Elias, littéralement ou presque, c'est que les individus, dans leur conscience, dans leur sentiment du nous, ils sont pratiquement toujours en retard d'une guerre. Une idée qu'on retrouve un petit peu chez Marx aussi, en fait, le retard de la conscience d'appartenance sur la réalité de la lutte des classes. Il n'est pas question ici de lutte des classes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je ferme la parenthèse, d'autant que je vois Ada froncer sourcils, donc ça m'intéresse de discuter de ça avec elle. Et donc, la résistance opposée par ce qu'il appelle les habitus nationaux à une union politique plus étroite entre les Européens, et donc il écrit ça un peu avant l'acte unique, en fait, et plusieurs années avant Maastricht, elle ne serait pas radicalement originale. Elle serait vraiment déterminante pour expliquer ce qui coince, selon lui, et à mon avis, à mon humble avis, elle n'est pas si déterminante que ça, mais selon lui, c'est vraiment une hypothèse majeure. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inédit du tout dans l'histoire. Relativement originale quand même, parce qu'elle concerne un niveau d'intégration effectivement nouveau, qu'on n'a pas encore rencontré, dans un contexte nouveau, qui est au-delà de la nation, mais une originalité qui n'est que relative, puisque, si je cite Elias,
la dynamique des processus d'évolution sociale non programmés. Les processus d'évolution sociale sont toujours non programmés par la raison ou la volonté humaine chez lui. Cette dynamique s'oriente toujours à partir d'un certain stade vers un autre, alors que les individus touchés par ce changement restent, pour ce qui concerne la structure de la personnalité et l'habitus social, au stade antérieur. Ça s'est toujours résorbé, ou à peu près, en faisant des victimes collatérales. On ne sait pas si au stade actuel, ça va se résorber. Et en particulier, au cas où je n'aurai pas le temps de le dire, ça ne veut peut-être pas se résorber parce qu'il semble, mais c'est un peu caricatural de dire des choses comme ça, qu'on se définit toujours un petit peu en s'opposant à un ennemi et que la caractéristique principale de l'humanité, c'est qu'elle n'a pas d'autre ennemi qu'elle-même. On se définit toujours un peu par rapport à un ennemi, mais pas seulement par rapport à un ennemi. Et le pas seulement est tout aussi important dans la philosophie politique d'Elias. Ici, on n'est plus tout à fait dans la sociologie. Pourquoi pas seulement par rapport à un ennemi ? Parce que Elias, et je pense que c'est dans les lignes les plus intéressantes, il va se pencher en particulier sur le passage de l'État à la nation. Parce que pour lui, c'est dans la difficulté du passage de l'État à la nation qu'on peut comprendre quelque part, pas la totalité, mais une partie des difficultés du passage à l'Europe. Parce que l'Europe vient des nations, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas que l'Europe des nations, mais elle ne s'est pas construite, vous l'aurez compris, sur une terre vierge du tout. Elle est ancrée et c'est ni bien ni mauvais, dans un long processus, dans une dynamique évidemment multiséculaire. Et donc à propos de l'État et de la nation, Elias écrit ceci, et je pense que c'est assez original par rapport à ce qui s'est écrit dans la théorie politique à ce sujet. L'intégration pratiquement complète de tous les citoyens de l'organisation de l'État ne s'est effectuée au sein des États parlementaires européens qu'au cours du XXe siècle. Donc la nation, pour lui, c'est le XXe siècle, et même le milieu du XXe siècle. C'est seulement, je reprends la citation, avec la représentation parlementaire de toutes les couches de la société, auxquelles il n'accorde aucune importance dans ses autres écrits, que l'ensemble de leurs membres ont commencé à considérer l'État comme une unité du nous, et moins comme un groupe dont on parlait à la troisième personne du pluriel. C'est seulement au cours des 2 guerres mondiales du XXe siècle que les populations des États industriels les plus développés ont pris le caractère de nation et les États correspondants d'États nationaux. On pourrait dire que les États nationaux sont nés dans les guerres et pour les guerres. Cela nous explique peut-être encore aujourd'hui pourquoi le niveau d'intégration de l'État ou de la nation revêt, entre les différents niveaux de l'identité du nous, un poids particulier et surtout une valeur affective particulière. Dans la conscience de la plupart des individus qui en font partie, le niveau d'intégration de l'État revêt, plus que tout autre niveau de l'identité du nous, la fonction d'unité de survie, d'unité de protection envers et contre tout, dont dépendent la sécurité et l'existence sociale au travers des pires affrontements entre groupes humains, et même dans le cas des plus terribles catastrophes physiques. La dernière phrase est très importante. Notons bien que l'État revêt cette fonction uniquement dans la conscience de ses ressortissants. Ce qui se passe en réalité est une autre affaire. Et donc, malheureusement, je ne peux pas développer tellement toutes ces choses sur lesquelles j'ai passé un petit peu beaucoup de temps pour ma part, mais ce qu'il faut voir, c'est que Elias est quand même, et son importation dans les études européennes, c'est quand même un de ces auteurs qui a permis, d'une manière relativement peu normative et peu idéologique, de s'intéresser aux résistances affectives et non conscientes à l'Europe. Aux résistances, si vous voulez, qui sont irréductibles à l'euroscepticisme, au souverainisme et au rejet pur et simple de l'Europe, même s'il est évident que l'euroscepticisme, le rejet de l'Europe, le souverainisme politique peuvent se nourrir de ces résistances affectives et réciproquement. Il a aussi permis de s'intéresser à quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, ou en tout cas c'est très résonnant, alors que ce texte est maintenant assez vieux, hein, il a plus de 30 ans. Il a aussi permis de s'intéresser aux résistances qui sont associées à une forme d'indifférence, et donc à une sorte de désaffection
à la fois politique et affective vis-à-vis du niveau européen. Donc à quelque chose qui empêche en quelque sorte les citoyens européens de droit de devenir des citoyens européens de fait. Et ce qui, je pense, est particulièrement intéressant, c'est qu'il suggère cela en ne réifiant pas du tout les habitus nationaux, en ne disant pas les Français sont comme ça, les Allemands sont comme ça, les Anglais sont comme ça. Donc bien sûr, il s'intéresse dans une perspective comparative aux différences entre les identités nationales, mais ce n'est pas tellement le problème, les différences entre les identités nationales. Elles pourraient très bien faire bon ménage. Le problème, c'est véritablement l'attachement à une forme d'identité de type national, plus que les caractéristiques spécifiques de chaque habitus national. Et d'autre part, quand je disais qu'il permettait de s'intéresser à ces questions-là d'une manière non idéologique, c'est parce qu'il ne s'inscrit pas du tout, vous l'aurez compris, ni dans une perspective de condamnation de la dimension affective de l'identité politique, mais encore beaucoup moins dans la perspective d'une valorisation de la dimension émotionnelle, sentimentale et affective de l'identité politique. Il considère même fondamentalement que c'est très dangereux. C'est dans ses écrits les plus politiques un critique mais vraiment radical des nationalismes, y compris des nationalismes démocratiques. Il montre par exemple, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler dans ses écrits sur l'Allemagne, que quelque part ce qui s'est passé en Allemagne montre le nazisme, le national-socialisme, montre sous un miroir déformé les traits de tous les nationalismes, de tous les mythes politiques les pires, et que chaque nationalisme emporte une partie. Ce qui est aussi une thèse qui a été creusée, mais avec difficulté par un certain nombre de sociologues contemporains. Et donc, son message, si vous voulez, le message de cette sociologie qui est clairement tournée vers un certain cosmopolitisme, si vous creusez, il ne faut même pas creuser philosophiquement parlant, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il faut s'intéresser aux sentiments. Qu'on le veuille ou pas, il faut accepter qu'une intégration politique post-nationale, c'est compliqué, parce que ça suppose un passage à un nous encore plus abstrait, ou à une individualisation encore plus poussée. Et que tout ça, c'est en quelque sorte faire le deuil de formes d'identification plus affectives, ce qu'il ne regrette pas, ce qu'il appelle de ses voeux, mais reste que si on veut passer à ça, puisqu'on parlait un petit peu de l'aspect éventuellement thérapeutique et prescriptif de cette pensée, qui n'en a pas beaucoup, ben si on veut passer au-delà, il faut les prendre en quelque sorte très au sérieux. On ne peut pas se contenter de regretter, et en plus c'est pas forcément regrettable, on ne peut pas se contenter de regretter la faiblesse du sentiment européen ou de la conscience d'appartenir à l'Europe. Il faut voir que ces résistances, ces formes de résistance, elles ont leurs raisons, et que ces raisons doivent être prises au sérieux, y compris lorsqu'elles semblent ou sont purement irrationnelles, purement affectives, instinctuelles et traditionnelles. Donc j'ai un dernier long extrait que je voudrais vous citer, je peux encore le faire. En réalité, j'avais, pour terminer, en fait encore beaucoup d'autres choses dont je n'aurai pas l'occasion de parler, mais c'est pas grave, j'ai dit un morceau de l'essentiel de ce que je vous aurais dit. Mais je vais d'abord vous citer ce passage-ci, puis on verra où on en est. Donc, dernier passage. En fait, si vous n'avez pas du tout, en fait, dans votre parcours, entendu parler, j'imagine quand même un peu certains d'entre vous d'Elias, mais elle me disait, tant que j'ai du temps de parole, citons-le dans le texte. Je ne pense pas que c'est par facilité, c'est vraiment pour que vous ayez un petit bout. Donc, toujours dans les transformations de l'équilibre nous-je. La résistance contre la fusion de sa propre unité sociale avec une unité de taille plus importante, on parle clairement de l'Europe, mais pas seulement, est très certainement liée pour une part au sentiment que l'effacement, et à plus forte raison la disparition complète d'une tribu ou d'un État, rend totalement absurde tout ce que les générations passées ont pu faire ou subir dans le cadre ou au nom de cette unité. Dans un cas comme dans l'autre, dans le cas de la tribu comme de l'État, hier comme aujourd'hui, disparaît ou s'estompe lors de l'accession à un plus haut niveau d'intégration, quelque chose qui présente une forte valeur affective pour la plupart des individus concernés. L'identité de leur image du nous s'en trouve menacée.
Or, cette image du nous, qui prend bien souvent la forme d'un processus d'évolution à plus ou moins long terme, assume non seulement une fonction individuelle, mais aussi une fonction sociale importante. Elle confère à l'individu un passé qui dépasse de loin le passé personnel, individuel, et fait en même temps survivre quelque chose des personnes disparues chez celles qui vivent présentement. Il est tout simplement rationnel, pourrait-on dire, de se soumettre à la pression d'un puissant courant d'intégration, irrationnel de lui résister. Mais ce couple de concepts est lui-même une illustration de l'effet de retardement que nous venons d'évoquer. Il date d'une époque où l'on se représentait de toute évidence les hommes comme des êtres dotés de raison, en quelque sorte par nature, et par conséquent capables d'agir de façon rationnelle. Lorsqu'ils ne le faisaient pas, ils se montraient donc déraisonnables ou irrationnels. Ce schéma théorique ne laisse pas de place aux émotions, aux affects ni aux instincts de l'homme. Il n'y avait pas de place non plus pour les êtres possédant une image du je et une image du nous investie d'une forte charge affective. Or, ne laisser aux hommes que deux possibilités, se comporter de façon rationnelle ou se comporter de façon irrationnelle, revient un peu à les traiter comme des enfants, dont on peut dire qu'ils sont sages ou qu'ils ne le sont pas. Mais en ce qui concerne l'identité collective et en un sens plus large leur propre habitude sociale, les hommes n'ont pas véritablement le choix. On n'en change pas comme on change de vêtements. Je termine. Il serait rationnel et sans doute même profitable, pour employer les formules courantes, que les États nationaux européens se réunissent au sein d'une grande confédération des États-Unis d'Europe. La difficulté est tout simplement que dans la plupart des cas, la compréhension intellectuelle qui permet de se rendre compte que des formes d'intégration plus étendues seraient plus adaptées à la réalité, se heurte à la résistance obstinée de représentations fortement affectives qui font apparaître cette intégration comme un déclin, une perte dont on ne finira jamais de porter le deuil. Et dans les situations de ce type, on ne souhaite même pas que s'achève le deuil. Voilà, fin de citation. Alors, je voudrais laisser du temps à discussion, donc je vais terminer ici. Mais sur cette question du deuil, ce que j'aurais fait idéalement, si j'avais eu encore plus de temps, mais je suis plus bavarde, je pense que je ne le crois, c'est que je vous aurais lu un passage d'un roman, dont vous avez sans doute entendu parler, certains d'entre vous, Le cœur de l'Angleterre, Middle England, qui est le roman du Brexit. Tu as lu déjà ou... Si, bien sûr, mais lis, parce que là, vraiment, c'est quelque chose de formidable. Bon, alors j'ai encore pour au moins 5 minutes. J'ai l'impression d'abuser un petit peu de mon temps de parole, parce que je pense que l'actualité d'Élias et les insuffisances d'Élias, en fait, elles sont peut-être pas dans ces années 80, même s'il reste une vérité, hein, je pense, sur l'effet de traîne des habitus nationaux. Elles sont pas dans les recherches que moi j'ai faites et dont j'aurais pu vous parler, notamment avec les jeunes, qui se passent dans les années 2013-2014, c'est-à-dire un contexte qui n'est pas un contexte de crise. Moi, je travaillais avec des jeunes bruxellois pour essayer avec une doctorante et une collègue, pour essayer de comprendre leur rapport à l'Europe. Et ça confirme plein d'hypothèses d'Élias, et en même temps, c'est pas ça l'actualité européenne. La vraie actualité actuelle de l'Europe, c'est évidemment le Brexit, qu'on soit lassé ou pas de cette actualité. Et mon travail futur, ce sera d'oser un petit peu prendre à bras-le-corps cette question du Brexit qui occupe une conférence sur 2 à Bruxelles, donc c'est quand même un petit peu compliqué, mais ce serait vraiment de partir de là, parce que je pense que l'actualité attestée de la pensée d'Élias, elle est là en Angleterre, ici et maintenant. Et donc partant de l'idée d'Élias que tant que l'on considère le problème de la résistance comme un problème essentiellement théorique et intellectuel, tant qu'on fait ça, on ne peut pas vraiment le comprendre. C'est un petit peu partant de cette idée-là qu'il y a une intelligence de cette littérature qui s'adresse en fait, dans le cas de Jonathan Koo, aussi aux affects. Partant de cette hypothèse qu'il n'y a pas que la science qui nous permet de comprendre certaines choses, c'est partant de cette intuition-là que je voudrais vous lire deux extraits de ce roman. Alors, premier extrait, donc vous n'avez pas tous lu ce roman, je suppose. Donc, je vous conseille, si vous devez lire une chose, vous lisez d'abord Jonathan Koo et puis vous lisez Élias. Pour le moment, en tout cas, je dirais ça.
En mars 2016, Douglas, un journaliste politique plutôt travailliste et influent, rencontre Nigel Eaves, tout jeune conseiller un peu bêta en communication du gouvernement du conservateur Cameron, qui est à l'origine, vous le savez, du référendum sur le Brexit. À l'occasion, c'est le journaliste qui doit apprendre ce mot à l'expert persuadé qu'on dit Brexit, et que jamais, bien sûr, les gens ne voteront en ce sens. Et cet expert en communication argue que le référendum sera l'occasion pour monsieur et madame tout le monde, en commandant leur tranche de bacon, d'engager le dialogue sur la place de la Grande-Bretagne en Europe et dans le monde chez le boucher. Nigel, l'interrompit Doug, vous êtes complètement fou si vous pensez que les gens vont avoir ce type d'échange. Il n'y a pas plus de 12 personnes qui comprennent comment fonctionne l'Union européenne chez nous. Et je ne vous parle pas des conséquences de ces règles sur l'économie mondiale. Vous n'y comprenez rien. Moi non plus, c'est certain. Et si vous figurez que les gens seront mieux informés dans 3 mois, alors vous croyez au Père Noël. Les gens vont voter comme ils votent toujours, c'est-à-dire avec leurs tripes. Cette campagne va se gagner avec des slogans, des accroches à l'instinct et à l'émotion. Sans parler des préjugés que, soit dit en passant, Farage, le leader du parti pro-Brexit, et ses dingos folklore savent très bien activer. Alors, au-delà d'une certaine évidence empirique, c'est un des passages les plus caricaturaux en réalité du bouquin qui est très fin. Bien sûr, il y a une caricature et il y a une portion de vérité dans l'explication du vote final en faveur du Brexit. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai que les gens n'y connaissent rien. On sait que c'est pas vrai que les gens n'y connaissent rien à l'Europe. Surtout depuis le passage à l'euro. C'est pas non plus tout à fait vrai que les gens cèdent de plus en plus ou systématiquement à leurs émotions, et donc il y a quand même un certain nombre de choses à réviser. Mais je pense que la force de la littérature, c'est en même temps d'envoyer, et d'une certaine sociologie, d'envoyer des thèses ou des hypothèses fortes comme ça, de sens commun, et en même temps laisser sa place à une forme de complexité psychologique pour le coup, plus parfois que ne le font les approches scientifiques supposées plus nuancées. Je pense que dans ce roman, il y a vraiment une force de la suggestion, une forme de compréhension affective qui est particulièrement éclairante à travers la trajectoire des personnages, leur trajectoire affective dans leur rapport à leur pays et à l'Europe. Et donc tout dernier passage, là je le promets vraiment, dans ce passage beaucoup plus fin, et je dois dire poignant, moi qui m'identifie moins qu'à tout, je m'identifie à quelque chose qui se passe en Angleterre du point de vue de l'identité nationale, pour peu que l'identité nationale soit résonante dans ma structure affective. Mais j'étais très très interpellée par ce passage, donc où Benjamin, romancier à succès sur le tard et ami de Doug, va procéder avec sa sœur Loïs à la dispersion des cendres de leurs parents, Sheila et Colin, respectivement morts en 2010 et en 2017, et en 2016, là on est en 2017, après le Brexit, et Colin probablement mort d'ailleurs suite à l'effort démesuré que lui a coûté d'aller poster lui-même son vote en faveur du Brexit. Et donc on est ici totalement dans l'idée du deuil évoqué par Elias, le deuil du père et de la mère, et clairement le deuil quelque part d'une Angleterre perdue. Septembre 2017, là tout en haut de Beacon Hill, quand l'automne arrivait, il ne s'annonçait pas par des changements de couleur. Les bois entourant le sommet de la colline, chauve cime, une tonsure de moine, étaient composés de sapins, de pins et d'autres conifères. Il fallait avancer jusqu'au sentier longeant la corniche et contempler les greens et les fairways du golf municipal en contrebas pour apercevoir la cime des sycomores, des érables et des chênes, à présent patinés de cuivre et d'or, qui marquait la fin de l'été et le lent passage des saisons. Là, en ce vendredi de septembre tranquille et quasi silencieux, sous un ciel bleu sans nuages, Benjamin et Loïs se tenaient solennellement côte à côte et se préparaient à rendre un dernier hommage à leur père et mère. Benjamin tira une enceinte portable de la poche de son manteau, la plaça sur un banc de bois et inséra son iPod classique dans le dock. Il avait déjà cherché dans la liste le morceau qu'il avait choisi dans la perspective de cet instant, et il ne lui restait plus qu'à appuyer sur play. Il avait mis le volume fort, il lui était bien égal qu'on l'entende ou qu'un témoin assiste à la cérémonie. Presque aussitôt, les accords tendres et modaux s'élevèrent, anglais dans la fibre. Benjamin ferma les yeux et se perdit quelques secondes dans la musique
musique qu'il avait entendue des milliers de fois sans jamais pouvoir s'en lasser, musique qui lui parlait de la manière la plus subtile et la plus persuasive de ses racines, de sa conscience de lui-même, de son attachement profond à ce paysage et à ce pays. Il se retourna vers sa sœur dans l'espoir d'être en phase avec elle, d'un signe qu'elle éprouvait la même chose, mais elle avait des préoccupations plus pratiques. « J'arrive pas à ouvrir ce fichu couvercle », parle de l'urne qui contient les cendres. Benjamin, on ne sait pas ce qu'il a voté parce qu'il me reste quelques pages à lire, mais je pense qu'on ne saura pas ce qu'il a voté, je pense qu'il a voté non. Mais peu importe. Son ami Philippe lui a dit, lui aussi, mais fais comme tout le monde à la fin, vote avec tes tripes. Tu ne veux quand même pas te retrouver dans le camp des Nigel Farage et des Boris Johnson. Non, bien sûr. Eh bien voilà. Oui, mais ça ne suffit pas malgré tout. C'est tellement complexe. Je vous remercie.